Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la MG5, le premier break 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Sur Charging Station, la marque MG, on connaît bien. Après l'essai de la MG ZS, il y a quelques mois maintenant, une voiture qui entre-temps a été restylée. Après l'essai de la EHS, celle-là était hybride rechargeable. L'essai de la Marvel R, il y a quelques semaines maintenant. Place aujourd'hui à l'essai de la MG5. La MG5, c'est donc le 4e modèle MG disponible chez nous. Alors son atout principal, c'est évidemment son rapport prix-équipement, mais ce n'est pas le seul. Si on met de côté les variantes de la Porsche Taycan qui accueille volontiers un sac de golf, mais on n'est pas tout à fait dans le même monde non plus, eh bien cette voiture est bel et bien le premier break 100% électrique. Alors c'est un petit peu une nage à contre-courant pour la marque MG, puisqu'on le sait en ce moment, le format tendance, c'est pas spécialement le break, c'est plutôt le SUV. Et dans ce monde peuplé de SUV, arriver avec un break, c'est plutôt osé, et en même temps être le premier à arriver avec un break, alors qu'on sait qu'il y a toujours des adeptes de ce type de carrosserie, eh bien ça c'est un sérieux atout. Mais comment la marque MG fait-elle pour proposer un break familial 100% électrique pour le prix d'une Renault Zoé? Eh bien j'en ai pris le volant pendant une semaine, je l'ai décortiqué, je vous livre tous ses secrets dans cet essai. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cette vidéo. Comme à chaque fois, avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Pour la prochaine, on ne sera plus chez le géant chinois de l'automobile SAIC, auquel appartient la marque MG, mais chez un autre géant chinois de l'automobile, le groupe Geely, auquel appartiennent les marques Volvo, Polestar et également Lynk & Co. Et c'est précisément une Lynk & Co qu'on essaiera, la Lynk & Co 01. D'autres essais tout aussi électrisants, ça continue durant tout cet été sur Charging Station. Je vous en reparle tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Extérieurement, on ne va pas se mentir, cette voiture, c'est pas le coup de cœur au premier regard, bien loin de là. Et pour cause, cette voiture, elle existe en Chine depuis plusieurs années. Son dessin date donc d'il y a quelques années. Elle est vendue là-bas sous d'autres marques, d'autres noms de marques du groupe SAIC auquel donc MG appartient. On n'est pas sur une ligne la plus moderne qui soit, bien loin de là. Et d'ailleurs, quand on se promène avec cette voiture, les têtes ne se retournent pas du tout. Autant sur la Marvel R, les têtes se retournaient, autant sur cette MG5, elle passe complètement inaperçue dans la circulation. Certains apprécieront d'ailleurs. Donc pas vraiment une ligne moderne, c'est pas la voiture des amoureux de voitures. Non, elle, son truc, c'est pas vraiment la passion, c'est plutôt la raison. Concernant ses dimensions, eh bien cette MG5, elle mesure 4,60 m de long, 1,82 m de large, 1,52 m de haut, ce sera 1,54 m, 2 cm de plus avec les barres de toit. Et puis l'empattement, il est de 2,66 m, donc distance entre les roues avant et les roues arrière. Et vous savez, de l'empattement dépend très largement l'espace à l'intérieur. 2,66 m, c'est plutôt une valeur qui est correcte. On verra ce que ça raconte à l'intérieur, à l'avant bien sûr, mais également et surtout à l'arrière dans la suite de cet essai. Premier constat quand on ouvre le capot de cette MG5, il n'y a pas de frunk, pas de coffre disponible à l'avant, ce qui peut s'expliquer par le fait que cette voiture est également disponible sur d'autres marchés avec des moteurs thermiques, des variantes à moteur thermique, et donc la conception probablement aurait été un petit peu compliquée au niveau d'un frunk à l'avant. On a donc un énorme cache qui renferme ce qui se passe en dessous, à savoir le nouveau moteur synchrone à aimant permanent de MG que la marque annonce plus fiable, plus performant et proposant un meilleur rendement. Alors ça, c'est pour l'argument marketing évidemment. Qu'en est-il dans la vraie vie et notamment en matière d'efficience, en matière de consommation? Eh bien, les vrais chiffres auxquels je suis arrivé au terme de cette semaine, ce sera tout à l'heure durant l'essai sur la route. Pour ce qui est des performances, eh bien, deux versions existent, deux versions, je dirais, à la vocation assez différente. On a tout d'abord une version de 130 kW, soit 177 chevaux, c'est la version la plus puissante et ça, c'est l'autonomie standard. Ou bien une version de 115 kW de puissance
puissance, soit 156 chevaux, donc moins puissante, mais à l'autonomie étendue. Plus de puissance ou davantage d'autonomie, il faudra donc choisir. Dans tous les cas, le 0 à 100, il est abattu avec la même valeur. Le même timing, c'est 8,3 secondes, à savoir une valeur tout à fait correcte et des reprises tout à fait correctes pour une voiture essentiellement à vocation familiale. Pour animer son moteur électrique, cette MG5 vous propose deux batteries différentes, batterie qui dans tous les cas sera logée sous le plancher de la voiture entre les quatre roues. Alors quand je dis deux batteries différentes, c'est deux batteries de capacité différentes, 50,3 ou 61,1 kWh brut. Vous retirez quelques kilowattheures pour obtenir la valeur réelle. Donc ça c'est la capacité, mais différente également au niveau de leur composition. La batterie de 50,3 kWh est une batterie LFP, batterie lithium fer phosphate, tandis que la batterie de 61,1 kWh est une batterie NMC, lithium, nickel, manganèse, cobalt. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des autonomies revendiquées, en théorie en tout cas? Eh bien en finition confort avec les jantes de 16 pouces, ce sera 320 km avec la petite batterie et 400 avec la plus grosse. En finition luxury avec les jantes de 17 pouces, 310 km avec la petite batterie et 70 de plus, c'est-à-dire 380 avec la plus grosse batterie. C'est la version que nous essayons aujourd'hui. Alors tout ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que ça donne dans la pratique? La réponse tout à l'heure avant la fin de cet essai. Pour recharger la batterie, ça ne se passe pas ici à gauche, vous le voyez, ça ne se passe pas à droite non plus. Non, sur cette MG5, c'est exactement comme sur sa petite sœur, la MG ZS, à l'avant, dans la calandre, un endroit un petit peu exposé au choc. Certains s'en plaindront, à raison certainement. C'est vrai que c'est la première zone qui va prendre ici en cas de choc, et ça c'est un petit peu dommage. Alors concernant l'ouverture, MG a appris de ses erreurs. L'ouverture n'est pas vers le haut comme sur la ZS, ce qui rendait un petit peu compliqué la visibilité vers les deux prises, ce qui n'est pas le but. Ici l'ouverture, vous le voyez, c'est de droite à gauche. Au niveau des connecteurs, c'est noté dessus, AC, DC. AC, courant alternatif, c'est la recharge du quotidien. DC, courant continu, c'est la recharge un petit peu plus exceptionnelle lors des très longs trajets qui vont dépasser l'autonomie totale de cette voiture sur une seule charge. Donc, connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant continu, relié à un chargeur embarqué de 11 kW. C'est la norme en 2022. Franchement, c'est plutôt pas mal. Comptez 6h25 à peu près pour une recharge complète sur le courant alternatif, c'est-à-dire le temps d'une nuit de sommeil ou d'une journée de travail, comme je dis régulièrement. Concernant le courant continu, la recharge sur les superchargeurs le long des grands axes ou sur les parkings de supermarchés, eh bien là, la valeur acceptée par cette voiture, c'est 87 kW. 87 kW, c'est pas terrible, peut mieux faire. Cela dit, la taille de la batterie dans cette voiture, elle est relativement réduite. Même la plus grosse batterie en net, elle est sous les 60 kWh. Et donc finalement, au niveau des temps de recharge, on sera tout à fait dans la norme. Comptez 40 minutes à peu près pour une recharge à 80%, quand certains vont aux alentours de 25, 30, 35 minutes. Là, on est un petit peu au-dessus, 40 minutes. Donc voilà, recharge sur le courant alternatif, on est dans la norme, 11 kW, 6h25. Recharge sur le courant continu, là, c'est un tout petit peu moins bien que la concurrence, à savoir 87 kW de puissance acceptée et à peu près 40 minutes pour une recharge à 80%. Encore un petit détail par rapport à ce port de recharge. Eh bien, la recharge, ça va dans un sens, mais dans cette MG5, comme dans une Ioniq 5 ou une Kia EV6, le courant, il va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire il sort du port de recharge, moyennant un petit adaptateur qui est disponible en option. Vous pouvez alimenter grâce au port de recharge de la voiture des appareils extérieurs. Si vous faites du camping régulièrement, ça peut être très sympa également. Voilà une spécificité liée donc au fonctionnement du connecteur de charge ici sur cette MG5. 479 litres, c'est la capacité du coffre de cette MG5. Un coffre dont vous pouvez accroître la capacité en rabattant la banquette arrière qui est fractionnable 60-40. Alors pas de trappe à ski dans la partie 60, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été pas mal pour transporter des objets longs, surtout dans une voiture à vocation familiale. Au niveau des aspects pratiques, qu'est-ce qu'on a? On a un petit espace de rangement avec un filet de retenue à gauche, un autre espace de rangement avec un filet de retenue un petit peu plus grand, c'est du côté droit, et puis sous le plancher du coffre, avec une très belle moquette, un beau petit tapis ici avec le logo MG. On a ici également possibilité de caser quelques objets et on voit notamment le triangle de sécurité, etc. qui se trouve dans la voiture, configuration belge, donc on a également un extincteur dans cette voiture, c'est une obligation en Belgique, et puis le petit compresseur, etc. Donc ça c'est sous le plancher du coffre. Pour le reste, 479 litres et bien plus si vous abattez complètement la banquette arrière via les deux petites tirettes qui se trouvent ici
à droite et à gauche. Franchement, c'est pas mal. Alors la capacité n'est pas gigantesque non plus, mais c'est très utilisable au quotidien. Je suis allé à la déchetterie cette semaine par exemple et tout a pris place tout à fait correctement. J'ai pas eu de problème. C'était des gros sacs avec des déchets de tonte de jardin et tout ça est rentré parfaitement dans le coffre de cette voiture qui, rappelons-le, est proposée au même prix qu'une Renault Zoé. Et dans la Renault Zoé, j'aurais dû laisser la moitié des sacs sur le trottoir. Avant de m'installer à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette MG5, me voici installé à l'arrière. Y est-on bien installé? On rappelle l'empattement, 2,66 m, distance entre les roues arrière et les roues avant. 2,66 m, c'est bien, c'est pas gigantesque non plus. Et pourtant, malgré le siège avant réglé comme pour moi 1,90 m, mon 1,90 m, ça passe à l'arrière. Alors ça touche évidemment, mais ça passe. Et je suis agréablement surpris parce que j'ai dû plus que de raison reculer le siège avant pour une raison que je vous expliquerai tout à l'heure sur la route. Et malgré ça, ça passe. Je pensais que ça ne passerait pas du tout. Alors au niveau des pieds, c'est un petit peu juste. J'ai dû baisser le siège avant pour être assis confortablement. Et donc au niveau des pieds, ça passe moyennement. Pour le reste, au niveau des aspects pratiques, on a évidemment un accoudoir central avec porte-gobelet ici. On a également une petite zone de rangement entre les deux sièges avant à l'arrière de la console centrale. Et puis alors, surtout ici en dessous, deux prises de recharge, une USB-A et une USB-C. Alors ça, c'est la configuration 1,90 m à l'avant et à l'arrière. Pour Zoé et son 1,78 m, qu'est-ce que ça donne? Il y aura forcément plus de place. Eh bien la réponse tout de suite. À l'arrière, avec mon 1,78 m et le siège avant réglé comme pour moi, je n'ai évidemment pas de problème de place pour les jambes et les genoux et je n'ai pas besoin de glisser les pieds en dessous du siège conducteur étant donné que j'ai toute la place suffisante. Une fois installé à bord de la MG5, le regard se pose sur l'écran d'infodivertissement flottant, à la résolution qui est plutôt élevée et à la présentation qui est moderne, c'est un bon point, ainsi que sur les inserts en tissu qui viennent apporter de la chaleur dans cet habitacle, notamment ici devant la place passager ainsi que sur les portières. Globalement, on est bien installé et les commandes tombent bien sous la main. Quelques bémols tout de même, la présence de trop de matériaux différents, notamment du piano black dont je me serais bien passé, et puis ces inserts bleus qui courent tout au long des portières, de la planche de bord, ici également sur les aérateurs, ces inserts bleus qui font un peu bling bling. On a un peu l'impression, certains m'ont fait la remarque, qu'on a laissé le petit plastique de protection, vous voyez, qu'on va pouvoir le retirer et que ce ne sera plus bleu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Doit-on encore en 2022 appuyer le côté électrique d'une voiture en l'affublant d'inserts bleus? Je ne le pense pas évidemment. Cela dit, d'après la brochure de MG, ces accents EcoBlue, je cite, créent une sensation de technologie innovante et de modernité. Fin de citation, vous en penserez ce que vous voulez. Et vous, que pensez-vous globalement de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose à présent une description complète de l'intérieur de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur. En partie haute, la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques, rabattables à la demande évidemment. Et puis en bas, enfin, on va retrouver le vide-poche. À gauche du volant, sur le tableau de bord, deux commandes. Le réglage de la hauteur des phares et puis plus bas, la commande d'ouverture du capot. Le volant, emprunté à Volkswagen, si ce volant vous dit quelque chose, c'est normal. À gauche, sur le volant, on a la gestion de la partie audio ainsi que la fonction téléphone. Et puis à droite, la commande vocale, la touche étoile personnalisable et la gestion de la partie personnalisable de l'écran instrument. On verra ça dans un instant. Au niveau des commodos, à gauche, clignotant, appel de phare et basculement des feux de route au feu de croisement. Et puis à l'extrémité, le petit bouton de commande du maintien dans la voie. Et à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Vous me direz, il manque des commandes. Oui, effectivement, les commandes de régulateur de vitesse adaptatif, eh bien c'est le commodo supplémentaire qui se trouve ici en bas du côté gauche. Derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale de 7 pouces avec à gauche et à droite deux parties fixes. À gauche avec entre autres la vitesse instantanée et puis à droite avec la gestion de la puissance délivrée ou récupérée. Alors justement, concernant la personnalisation de la partie centrale, eh bien c'est via les petites commandes qui se trouvent ici. On a une navigation horizontale et verticale, c'est assez traditionnel. Si j'appuie ici à droite, on va se retrouver sur les informations d'avertissement. Un petit peu plus loin, on a ici toutes les petites informations qui vont concerner entre autres la consommation. On a d'une part le trajet en cours, ensuite le total cumulé. On a ensuite les flux d'énergie, la pression des pneus, les informations électriques
et les informations relatives à la batterie 12 volts. Si je continue, eh bien là aussi des informations, le seuil de survitesse, le niveau de luminosité et le prochain entretien. Voilà, on va remonter sur la partie supérieure et si je vais encore à droite, eh bien je me retrouve sur l'écran sur lequel j'étais au démarrage, à savoir l'écran qui va vous servir sur la route puisque c'est celui qui va représenter notamment les fonctions d'aide à la conduite, notamment la distance qui vous sépare de la voiture qui précède, que vous pouvez réguler via le commodo ici de gauche en partie inférieure, le maintien dans la voie, etc., les voitures qui vont se trouver devant, etc. Donc tout ça va être visualisable sur cet écran d'affichage, donc sur la partie centrale de l'écran instrument. Alors ensuite, pas d'affichage tête haute dans cette voiture, dommage pour les amateurs de cet équipement. Le deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement, donc il mesure lui 10,25 pouces et est placé de manière horizontale. Sous l'écran, une rangée de boutons comprenant l'appel du menu climatisation, le désembuage à l'arrière et à l'avant, le bouton marche-arrêt de la ventilation, l'appel du menu principal et puis les boutons de réglage du volume qui sont à l'extrémité à droite, donc accessibles également depuis la place passager. Sous cette rangée de boutons, les feux de détresse, au centre des deux aérateurs, et puis tout à gauche ici, le bouton de démarrage. La console centrale ensuite, assez imposante, hein, vous le voyez, ça me rappelle un peu ce que j'ai dans la Polestar, avec en partie supérieure les modes de conduite ici, ainsi que le KERS, la récupération d'énergie au freinage, on reviendra sur ces deux fonctions sur la route, le sélecteur de vitesse ensuite, ainsi que le frein à main électrique et la fonction auto hold. Pour rappel, la fonction auto hold, lorsque vous êtes arrêté au feu rouge, vous levez le pied de la pédale de frein. Sur une voiture traditionnelle automatique, la voiture va se mettre à ramper, c'est-à-dire à rouler à très basse vitesse. Si vous appuyez sur le bouton auto hold, eh bien chaque fois que vous allez lever le pied du frein, la voiture va se maintenir en place, ce qui est quand même plus sympa quand vous attendez au feu rouge. En partie inférieure, on a un vaste espace de rangement ici avec deux prises USB-A et puis au centre une prise 12 volts de type allume-cigare. Les inévitables porte-gobelets ici en partie supérieure, l'un derrière l'autre. Et puis enfin, sous la coudoir centrale, on a un vide-poche qui n'est pas gigantesque mais qui a le mérite d'exister. Voilà pour la description complète de l'intérieur de cette voiture. On va s'attarder maintenant un petit peu sur cet écran d'infodivertissement. Avant de prendre la route, on va s'intéresser au système d'infodivertissement. Alors on sait que sur les voitures chinoises, en général, je ne parle pas de MG en particulier, c'est pas vraiment un point fort. On a souvent des menus qui sont un petit peu datés, mal traduits, peu de réactivité, etc., etc. La dernière MG en date, c'était la MG Marvel R, pourtant très moderne, extérieurement parlant en tout cas, au niveau de son design intérieur aussi, et pourtant au niveau de la tablette qui était positionnée de manière verticale, eh bien on avait très peu de réactivité. C'était vraiment très agaçant. Une semaine à son volant, ça a été un petit peu pénible, en tout cas de ce point de vue-là. Celle-ci, qu'en est-il? Eh bien, le menu, vous le voyez, il est horizontal, l'écran, il est horizontal. La définition, elle est très bonne. Vous voyez, c'est très fin au niveau de l'écriture. Donc ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement positif. Et puis, en ce qui concerne l'aménagement de la disposition de ces différents menus, eh bien, c'est plutôt cohérent, hein. On a ici un menu qui reste en permanence, le bouton Home, la navigation, la musique, le téléphone et la caméra 360 qu'on a toujours donc à disposition ici au bas de l'écran, c'est plutôt sympa. Ensuite, des tuiles, vous le voyez ici, navigation, radio, ici la partie charge et décharge, hein, puisque vous savez que cette voiture, via le bouton déchargement, bon, c'est nommé de manière un petit peu bizarre, mais via ces petites commandes, eh bien, vous allez pouvoir brancher un appareil sur la prise de recharge et donc alimenter un appareil extérieur. Apple CarPlay, Android Auto, ce sera avec fil sur cette voiture. Et puis un menu ici à droite, menu qui va regrouper d'autres fonctions. Alors là aussi, il y a des problèmes de traduction. Le menu de chauffage, climatisation, c'est station de charge. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais quand on clique dessus, on arrive bien sur la climatisation, vous le voyez. Ensuite, le menu téléphone Bluetooth. Vous pourrez connecter évidemment votre appareil. Le menu véhicule sur lequel vous allez retrouver toutes les options que vous allez pouvoir customiser ici. Voilà, toutes les options liées au fonctionnement de la voiture et notamment, vous l'avez vu, les aides à la conduite. La caméra 360, la vidéo. Vous pouvez jouer de la vidéo sur cet écran moyennant un stick USB. Les réglages, alors c'est bien les réglages, mais vous voyez qu'il manque un S ici. Les réglages liés au son, le système, le Bluetooth, la mémoire USB, le manuel de l'utilisateur
climatisateurs, etc., etc. Donc voilà, pas mal de choses que vous allez pouvoir régler ici également. Et puis la partie radio ainsi que la gestion de l'énergie. On peut cliquer dessus pour vous donner un petit aperçu. Voilà la partie radio, DAB, FM et AM avec chaque fois un menu favori. Et puis la gestion de l'énergie, ça se passe ici. Vous le voyez avec la charge en cours, déchargement, etc. Donc c'est la même chose que vous allez retrouver avec le menu qui se trouve ici. Alors un bouton sur lequel j'ai pas appuyé, et là malheureusement on parlait de définition, là justement c'est pas génial du tout, c'est la définition de la caméra 360. Alors on va appeler le menu, vous voyez que l'image, alors voilà, ça rend service, hein, ça fait le job, notamment ici quand vous êtes sur des petits chemins comme celui-ci par exemple. Si je devais faire marche arrière, c'est évidemment beaucoup plus facile avec cette vue à 360 degrés en plus de la caméra de recul que si je ne l'avais pas. Cela dit, voilà, on peut aussi la voir ici. Vous voyez la définition, elle est vraiment pas terrible. Cela dit, ça peut quand même rendre de fiers services parce que cette semaine, je me suis rendu compte en affichant la vue 360 simplement en passant en marche arrière, eh bien que j'avais une zone toute noire ici. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et du coup je suis sorti de la voiture pour aller voir et en fait j'avais oublié de refermer le port de recharge qui se trouve, on l'a vu, à l'avant. J'avais oublié de refermer le port de recharge et il y avait les deux caoutchoucs qui pendouillaient à l'avant. Donc voilà, heureusement j'avais ce petit indicateur, cette vue 360 qui m'a permis de voir que j'avais oublié de refermer le port de recharge. Il est étonnant d'ailleurs que la voiture veuille bien démarrer sans que le port de recharge ne soit fermé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contacteur au niveau de la petite porte de ce port de recharge et ça c'est un petit peu dommage. Ici on peut donc activer les caméras de tous les côtés, mais vous le voyez, quel que soit le côté qu'on va activer, la définition est toujours assez médiocre et ça c'est un petit peu dommage. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce menu globalement. C'est plutôt bien fait, hein, vous le voyez, la réactivité globalement elle est plutôt bonne. Vous voyez, quand je vais d'un menu à l'autre, franchement ça va. Alors de temps en temps ça ralentit un petit peu, mais je vais dire que ça ralentit un petit peu de temps en temps dans toutes les voitures. Ici en particulier, il y a eu de gros progrès qui ont été faits en termes de réactivité, notamment au toucher, mais également quand on fait un slide comme ceci, vous le voyez, c'est hyper fluide. Alors juste quelques petits problèmes de traduction. Pour le reste, franchement, ça fonctionne bien. Et puis alors, je dois quand même le signaler parce que ça m'est arrivé cette semaine. Depuis le milieu de la semaine à peu près, eh bien la radio ne fonctionne plus et je ne sais pas pourquoi. J'ai redémarré l'écran en maintenant appuyé le petit bouton Home ici. J'ai redémarré l'écran à plusieurs reprises et en fait la radio, vous le voyez, elle ne fonctionne pas. Je passe d'une radio à l'autre et on capte bien ici la radio. Je peux augmenter le volume tant que je veux. Malheureusement, vous le voyez, ça ne fonctionne pas et je n'ai absolument aucune idée de pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est assez étonnant et je sais que sur les derniers moments où ça fonctionnait, déjà en passant d'une radio à l'autre, elle restait en fait sur une radio. Elle affichait une autre radio, mais elle restait sur la radio que j'avais sélectionnée, en l'occurrence qui était Radio Contact. Et même quand je passais sur d'autres radios, eh bien elle restait sur Radio Contact et puis ça a complètement cessé de fonctionner. Donc voilà, un bug certainement. Alors je ne sais pas si c'est déjà arrivé à d'autres parmi vous qui avaient peut-être déjà cette voiture ou une MG en général. Dites-le moi en tout cas dans les commentaires si vous avez vécu ce genre de petites mésaventures avec le système d'infodivertissement de votre AMG. La première impression au volant de cette MG5, eh bien, c'est qu'on en a pour son argent. Alors, c'est pas parce qu'elle est proposée à un prix relativement serré pour une électrique qu'elle offre un confort et des prestations au rabais, bien loin de là. Silence, confort et performance sont au rendez-vous et je vous détaille tout ça tout de suite. Le confort, ça commence par les sièges. Ils sont en simili-cuir noir de série sur cette finition Luxury et gris clair en option. Une option à 1000 € uniquement disponible sur la finition Luxury. Et cette voiture, vous le voyez, en est équipée. Ils sont également chauffants pour plus de confort en hiver, tant pour le conducteur que pour le passager, mais pas à l'arrière. Rien à dire concernant l'aspect visuel. Ils sont bien dessinés, ils semblent confortables, ce qu'ils sont réellement d'ailleurs, grâce à ce qu'appelle MG la couche Zero Gravity, une couche de mousse supplémentaire de 20 mm. Qui a pour but de mieux répartir le poids sur l'assise et éviter les points de pression qui peuvent amener une sensation d'inconfort. Alors ces sièges, rien qu'en les regardant, c'est vrai qu'on a envie de s'y asseoir et quand c'est fait, je vous le disais, on n'est pas déçu. Un petit bémol quand même au niveau des réglages, il n'est pas possible de relever l'avant de l'assise et étant plutôt grand, eh bien j'ai dû trouver un compromis en reculant davantage le siège à défaut de pouvoir l'incliner pour que mes cuisses posent dessus au détriment de l'espace à l'arrière, on l'a vu, mais aussi au détriment d'un confort de conduite optimal, vraiment optimal. Si vous êtes intéressé par cette voiture, prenez donc la peine de vous asseoir au volant avant de passer commande pour vérifier qu'elle correspond bien tout simplement à votre morphologie.
La liste des options se limitant à la peinture métallisée autre que le blanc et à l'intérieur gris clair sur les finitions Luxury, eh bien tout ce qui est disponible en matière d'aide à la conduite est forcément de série dans la MG5 et regroupé sous le nom MG Pilot. On retrouve le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d'urgence, le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement, l'assistant de conduite dans les embouteillages, l'avertissement de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, et puis 6 airbags sont également prêts à se déployer en cas de choc dans cette voiture. 2 à l'avant, 2 au niveau des portières à l'avant et puis 2 airbags latéraux supérieurs qui vont de l'avant à l'arrière. Si le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne franchement plutôt bien avec des réactions qui ne sont pas trop brutales, l'avertisseur de collision frontale, lui, il est un rien tatillon. C'est ce que j'ai trouvé en tout cas après une semaine au volant de cette voiture. C'est donc une habitude à prendre, hein, c'est pas plus mal, c'est d'anticiper davantage le ralentissement lorsque vous arrivez derrière une autre voiture. Si vous arrivez un peu vite, un peu près, le système il n'est pas content et il bip. Si les économies dans cette voiture n'ont pas été faites au détriment du confort des sièges et du niveau d'équipement, alors peut-être les retrouve-t-on au niveau des sensations au volant? Eh bien, pas du tout. Alors évidemment, il faut prendre cette voiture pour ce qu'elle est. N'attendez pas d'elle qu'elle vous propose des performances et un comportement de sportive. Elle, son truc, c'est de transporter famille et bagages de manière confortable en proposant des performances suffisantes, très satisfaisantes. Sur ce point, c'est là aussi une réussite. La MG5, elle est très confortable et elle se comporte de manière tout à fait décente dès lors que vous ne décidez pas évidemment de lui demander des performances de pur sang. C'est encore donc un bon point. Moins une voiture fait de bruit, plus on entend le moindre bruit, évidemment. Hein, c'est assez logique. Avec une voiture à moteur thermique, on n'entend que lui, et donc tout le reste est couvert par le bruit du moteur. Avec une voiture disposant d'un moteur ou de deux électriques, eh bien tout devient audible. Bruit de roulement, bruit aérodynamique, les craquements de mobilier, etc., etc. Alors le bruit dans cette voiture made in China, ça donne quoi? Eh bien là aussi, les choses se passent plutôt bien. Bruit aérodynamique et bruit de roulement sont bien filtrés. On a donc une voiture qui est particulièrement silencieuse, hein, ce qui est très agréable au quotidien. Ça va ajouter une dose de confort supplémentaire. Concernant le bruit de mobilier, il n'y en a pas, ou pas encore, hein, malgré la présence massive de plastique dur dans l'habitacle. Évidemment, cette voiture, elle est neuve. Alors qu'en sera-t-il dans 5 ans? Seul l'avenir nous le dira. Alors, si on veut chipoter un petit peu, on dira qu'il y a effectivement quelques bruits aérodynamiques, mais uniquement perceptibles au niveau des rétroviseurs, des portières, à haute vitesse, c'est-à-dire sur autoroute. Mais voilà, c'est très léger et c'est vraiment pour chipoter. Remorque freinée ou non freinée, la masse tractable est la même avec cette MG5. Elle n'est pas très élevée malheureusement, 500 kg seulement, une demi-tonne. Voilà qui pourrait en freiner plus d'un, ceux qui utilisent régulièrement leur crochet de remorquage évidemment. Ils sont au nombre de 3, accessibles depuis le bouton situé sur la console centrale. Je parle des modes de conduite, éco, confort et sport. On a fait dans le classique chez MG. Dans la pratique, ça donne quoi? Eh bien, le mode sport, il ne va pas transformer la MG5 en sportive, donc vous n'allez pas forcément l'utiliser. Vous allez privilégier le mode confort au quotidien, le bon compromis entre performance et consommation. Sur de plus longs trajets, pour faire baisser la consommation et donc augmenter un peu l'autonomie, le mode éco est également un bon allié. Mais attention, dans ce cas, la clim, elle aussi, passera en mode éco. 11,3 mètres, c'est le diamètre de braquage proposé par cette MG5. Alors, dans la pratique, la voiture, elle est plutôt maniable, hein, même en ville. 11,3 mètres, c'est 1,10 m de plus qu'une Volkswagen ID3, mais l'allemande, elle est 34 cm plus courte et elle fait figure de référence en matière de diamètre de braquage. Vous me direz, c'est facile, elle, son moteur, il est à l'arrière. À l'avant, il y a toute la place, ce qui n'est pas le cas dans cette voiture. Selon que vous êtes plus ou moins adepte du freinage par récupération d'énergie, donc en soulageant simplement l'accélérateur pour ralentir, vous aurez plus ou moins recours à la pédale de frein. Au niveau de sa consistance, c'est un petit peu mou hein, en début de course, comme sur la plupart des voitures qui récupèrent l'énergie, mais on s'y fait. Je me suis pas fait peur avec le freinage cette semaine, ce qui a été le cas sur d'autres voitures que j'ai essayé précédemment. On s'habitue vite au ressenti au niveau de la pédale dans cette voiture, rien à signaler, c'est du classique, ça fonctionne bien. 3 niveaux de récupération d'énergie sont disponibles sur cette voiture. Ils sont accessibles via le bouton KERS sur la console centrale. Par défaut, la voiture va rouler en niveau 2, ce qui correspond quand on lève le pied de l'accélérateur au ralentissement observé sur une voiture à moteur thermique, un ralentissement progressif. En mode 1, on va plutôt vers la roue libre, sans l'atteindre évidemment, donc un ralentissement moins important quand on soulage l'accélérateur, alors qu'en mode 3, à contrario, eh bien, on a un ralentissement qui est plus important quand on lève le pied de l'accélérateur. On va donc là plutôt vers la conduite à une pédale
sans jamais l'atteindre, en levant complètement le pied. Une fois que le freinage par récupération d'énergie aura fait son travail, aura ralenti la voiture, la voiture va se maintenir à plus ou moins 5-6 km/h. Elle va ramper à 5-6 km/h. Vous ne pourrez donc pas l'arrêter complètement sans appuyer sur la pédale de frein. Donc pas de vraie conduite à une pédale dans cette voiture. Concernant les phares, c'est du 100% LED dans cette MG5 et le basculement automatique des feux de route au feu de croisement, il est lui aussi de série comme tout le reste. Pas de phare matriciel dans cette voiture, mais franchement à ce niveau de prix, j'aurais même pas osé le demander. 380 km, c'est pour rappel l'autonomie théorique revendiquée par cette voiture. Donc finition Luxury, jantes de 17 pouces et la plus grosse batterie. Dans la pratique, au terme d'une semaine à son volant, ça donne quoi? Eh bien croyez-moi, cette MG5 en matière d'efficience, elle n'a rien à envier à la référence, à savoir la Tesla Model 3, rien que ça. Comme l'américaine, elle est plutôt légère pour une électrique, 1562 kg sur la balance pour cette voiture. Et quand le constructeur MG vante les mérites de son nouveau moteur électrique, et notamment en termes d'efficience, eh bien croyez-moi, il ne ment pas. Cette semaine, la consommation elle a oscillé entre 14 et 18 kWh au 100 en fonction du type de parcours. La moyenne générale, c'est 16,5 kWh au 100 après avoir parcouru 576 km au volant de cette voiture. Des valeurs qui sont impressionnantes. Il faisait très chaud, la clim a bien fonctionné, au-delà de 30 degrés en pleine journée. Et mes trajets, vous le savez, c'est de l'autoroute à 70%. Franchement, bravo MG, je suis très impressionné. Voiture chinoise n'égale certainement pas voiture au rabais quand on parle d'efficience avec cette voiture. C'est franchement impressionnant. Dans la catégorie les références à la Tesla Model 3, on est dans la même sphère en termes de consommation. Avec cet appétit de chameau, vous allez pouvoir rouler 300-350 km sur une seule charge en moyenne. Et franchement, avec une batterie de moins de 60 kWh de capacité, je trouve ça vraiment impressionnant. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette MG5, disponible en Belgique à partir de 34 585 €. C'est pour la version confort, la version d'entrée de gamme. Comptez 3 000 € de plus, 37 585 € pour la version Luxury, celle que vous avez sous les yeux. En France, les prix sont un petit peu inférieurs. 32 990 € pour la version confort et 34 490 € pour la version Luxury, des prix desquels dans l'Hexagone, il faut encore déduire les aides et bonus éventuels. Au rayon des options, c'est très limité, hein, je vous l'ai dit. On retrouve la peinture autre que le blanc, donc le gris, le noir ou le rouge, facturé 650 € et puis 1000 € si vous préférez les sièges en simili-cuir gris au lieu du simili-cuir noir, disponible sur la version Luxury uniquement. Sur la version confort, ce sera d'office du tissu noir. Vous voulez configurer votre MG5, eh bien rendez-vous sur le site de MG, déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous le savez, eh bien, propose des formules de leasing. Alors le leasing, c'est la location longue durée. C'est disponible pour les entreprises depuis bien longtemps maintenant, avec des avantages, notamment en termes de déductibilité, évidemment. Et puis c'est disponible également pour les particuliers. C'est le private lease, donc leasing opérationnel pour les entreprises, private lease pour les particuliers. L'avantage, c'est que tout est compris. C'est comme pour la formule pour les entreprises, tout est compris. Donc du premier mois au dernier mois, vous payez la même mensualité. Il n'y a pas de surprise et tout est compris, à savoir la location de la voiture évidemment, mais également l'assurance, également les entretiens, le remplacement des pneus, etc., etc. Il n'y a plus que l'électricité à ajouter pour la faire bouger. Le reste est compris et donc ça c'est vraiment une formule qui est très intéressante. Vous n'allez pas avoir des budgets voitures qui vont fluctuer d'un mois à l'autre et ça c'est vraiment pas mal. Et puis surtout vous ne prenez pas le risque de savoir combien vaudra cette voiture au terme du leasing dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est la société de leasing qui prend le risque puisque vous remettez les clés de la voiture et vous ne vous occupez de rien et ça c'est plutôt pas mal dans le contexte de transition technologique que nous vivons actuellement. Donc rendez-vous sur arval.be pour demander une offre, n'hésitez pas à les contacter, il y a quelques exemples sur le site mais n'hésitez pas à les contacter pour un modèle en particulier, une configuration en particulier et puis si vous êtes dans l'Hexagone, des formules similaires existent, un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes sur arval.fr. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite? Eh bien, vous le savez, dans le contexte actuel avec la crise des semi-conducteurs, c'est un petit peu compliqué au niveau des délais de livraison. Pourquoi ne pas vous rendre sur Autoscout24? Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe et sur Autoscout24, ce sont plus de 80 000 voitures qui vous attendent. Des voitures d'occasion, plus ou moins récentes, des voitures neuves également. Et parmi toutes ces voitures, pas mal de voitures électrifiées sont déjà disponibles sur Autoscout24. Allez y faire un petit tour. Il y a, vous le savez, parmi les nouveautés, ce
sur la plateforme, ça bouge tout le temps. La première page, la page d'accueil qui est encore plus intuitive, qui répond encore de manière plus précise à vos sollicitations en fonction de vos critères. Et puis la possibilité maintenant, quand vous faites une recherche sur un prix, admettons 30 000 €, eh bien vous verrez toutes les voitures à 30 000 €, y compris les voitures vendues par des professionnels, 30 000 €. TVA comprise, alors qu'avant elles étaient affichées 30 000 € hors TVA, ce qui paraissait du coup plus avantageux. Maintenant tout le monde est sur un même pied d'égalité, les particuliers qui vendent leur voiture à 30 000 € par exemple, et les professionnels qui vendent leur voiture à 30 000 €. TVA comprise, sont affichés au même niveau de recherche et ça c'est plutôt pas mal. Rendez-vous donc sur autoscoot24.be pour faire votre recherche, rechercher votre prochaine voiture et puis si vous êtes dans l'Hexagone, vous pouvez évidemment surfer sur autoscoot24.fr. Bonne recherche. Un break familial très bien équipé, bien fini, au comportement sain et aux performances tout à fait correctes, le tout pour le prix d'une Renault Zoé ou d'un Hyundai Kona. Voilà ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est cette familiale break, la MG5. Cette MG5, elle a clairement une carte à jouer auprès des familles qui envisagent de passer à l'électrique sans faire de concessions sur le volume de chargement tout en restant dans un budget raisonnable. À chaque nouveau modèle, MG nous surprend en apportant des modifications qui rendent ces voitures de plus en plus en phase avec les habitudes, les besoins et les envies des consommateurs européens. Alors quelques bémols subsistent tout de même, comme un manque de cohérence au niveau des matériaux choisis pour habiller l'intérieur, une ligne un peu datée, des aides à la conduite qui pour certaines manquent encore un petit peu de finesse dans leur déclenchement et une recharge rapide qui pourrait être plus rapide, mais globalement, on a ici une très bonne voiture à ajouter à votre shortlist, si vous me permettez l'expression, si vous recherchez du volume, du confort, de l'équipement et surtout si vous cherchez à faire des économies. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, je vous le disais, ce sera l'essai de la Lynk & Co 01. Ensuite, un autre break hybride rechargeable, celui-là. On ne sera plus en Chine comme avec cette MG5, mais bien en France avec la Peugeot 308 SW hybride rechargeable. Et puis on ira en Angleterre chez Land Rover avec la Land Rover Defender, là aussi hybride rechargeable. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes. Pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous aimez les essais Charging Station, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis à partager les vidéos de Charging Station, histoire de faire grandir la chaîne. On n'oublie pas l'objectif, 50 000 abonnés. Peut-être avant la fin de cette année, ce serait vraiment formidable. Merci de votre fidélité. Vous voulez en faire un petit peu plus? Eh bien, n'hésitez pas, contre moins d'1 €, vous pouvez activer la souscription, moins d'1 € par mois. Donc pour un tout petit montant, vous activez la souscription en cliquant sur le bouton rejoindre et vous avez deux avantages. Le premier, ce sont mes conseils que je vous prodigue avec grand plaisir. Et puis le deuxième, plus immédiat celui-là, eh bien c'est la possibilité de visionner avant tout le monde, c'est-à-dire dès qu'elles sont uploadées sur Charging Station, eh bien les vidéos sans attendre la diffusion en YouTube Première du dimanche à 18 h. Donc pour ça, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Merci de votre soutien, de votre fidélité et à bientôt.